Joël Dicker, bonjour. Bonjour. Alors, tous les deux, nous sommes en train d'expérimenter quelque chose de vraiment un peu inédit. Alors, pour la librairie Molin, c'est la première interview en réseau. Vous êtes à Paris et non en Suisse? Je suis à Paris, exactement. Dans votre chambre d'hôtel? Dans ma chambre d'hôtel. Je suis venu à Paris faire un peu de promotion à l'occasion de la sortie de mon livre. Et donc, je découvre ce Paris semi-confiné ou semi-déconfiné. Cette ambiance très particulière où à la fois tout est fermé, mais en même temps, enfin pas tout, mais une grande partie des magasins sont fermés, les restaurants sont encore fermés, les gens ont quand même envie de sortir, donc les gens peuvent sortir, mais on a l'impression que les gens ne savent pas très bien où ils peuvent aller. Et vous étiez en Suisse pendant le confinement, Joël Dicker? Moi, j'étais en Suisse, oui. Moi, j'étais confiné à Genève. Alors, c'était à Genève, enfin, en Suisse, c'était un confinement volontaire. Donc, c'était un semi-confinement parce qu'on n'était pas obligé de se confiner. C'était le gouvernement nous a demandé de nous tenir bien, d'être responsables et donc de rester chez nous. Mais donc, je crois que cet exercice, enfin ce moment était quand même un peu plus simple parce que c'était une volonté de chacun. C'était pas une obligation, c'était une volonté de chacun. Et donc il y avait peut-être ce sentiment plus de participer à un effort collectif plutôt que de subir un enfermement. Et puis, on pouvait se promener, on pouvait aller dehors autant qu'on voulait, les parcs sont restés ouverts. Et puis, la Suisse, c'est petit, donc voilà, il y a beaucoup de verdure, on est facilement dehors dans une vraie nature, avec des arbres, avec des rivières ou des lacs. Et donc, du coup, c'était évidemment pas facile, ça a été très difficile pour beaucoup de gens, évidemment, et socialement, et économiquement, et physiquement pour certains qui ont été très malades en Suisse aussi, mais s'il y avait peut-être quelque chose de plus facile à supporter. Et vous, en tant qu'auteur, finalement, cette période un peu enfermée, pour vous, elle n'est pas du tout, elle n'est pas du tout nouvelle, puisque vous aimez ça, vous vraiment vous concentrer sur un ouvrage et ne pas sortir. Vous l'avez vécu comme ça? Oui, c'est vrai. Non, alors, moi, le confinement, c'est mon métier, si vous voulez, oui, j'ai envie de vous dire. Mais c'est-à-dire que les auteurs, enfin, en tout cas moi, j'ai besoin de m'enfermer dans une bulle. J'ai un bureau à Genève dans lequel je vais le matin tôt, je m'enferme, je mets de la musique, je coupe le téléphone autant que je peux, je limite les interactions pendant toute la journée pour me concentrer sur mon livre. Et du coup, ce qui est particulier, c'est que le fait que je cherche à me confiner, je me suis rendu compte pendant ce confinement que mon confinement d'écrivain ne fonctionne que si le reste du monde est déconfiné. C'est-à-dire que créer une bulle pour se protéger du bruit et du bruissement du monde, votre bulle, elle est efficace et elle a un sens que si le monde bruisse à côté de vous. Et en fait, le fait que tout le monde soit confiné et qu'il ne se passe rien dehors et que tout soit fermé, j'étais très bloqué. Je ne voyais pas l'utilité, moi, de m'enfermer dans mon bureau. Je suis resté chez moi, je ne suis pas allé beaucoup au bureau. J'aurais pu aller au bureau parce que je croise personne, j'ai un bureau tout seul. Donc là, en termes de sécurité, de ce qu'on pouvait faire, je pouvais le faire. Mais c'était pour moi comme si ça n'avait plus de sens. Comme si cet enfermement pour écrire n'avait plus de sens du moment où tout le monde est enfermé. Et où du coup, mon enfermement, c'est plus la création d'une bulle, mais c'est rien. Du coup, j'ai pas écrit du tout. Et est-ce que, d'un point de vue vraiment de votre réflexion d'auteur, justement, tout ce qui s'est passé autour de ce confinement, de l'interdit, du rapport aux autres, de la distance, est-ce que ça a suscité chez vous des nouvelles réflexions d'écriture, j'entends? Je sais pas. C'est trop tôt pour le dire. C'est trop tôt pour le dire, exactement. Parce que l'écriture, elle a toujours besoin de laisser reposer un peu ce qui s'est passé, des événements, des pas dans la vie qu'on fait, parce qu'il nous arrive dans la vie à tous des expériences, agréables ou pas, qui font qu'on passe un cap. Et je me rends compte qu'en tout cas pour moi, il me faut toujours un peu de temps. Je pense par exemple quelque chose de très bête, mais je ne sais pas combien de temps va durer cette nécessité de ne pas pouvoir se toucher, de porter des masques, de ne pas s'embrasser quand on se voit ou de ne pas serrer la main quand on se voit, qui est difficile parce que c'est vraiment un geste qu'on a en nous-mêmes. Hein, et quand on rencontre quelqu'un et de devoir rester la main dans la poche, c'est presque une insulte. Hein, on s'excuse presque. On veut dire, excusez-moi, je ne vous salue pas ou je ne vous serre pas la main parce qu'évidemment, on ne peut pas le faire. Et je me demande quand je me remettrai dans un roman dans quelques semaines ou dans quelques mois, est-ce que les gens, quand ils se rencontrent, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils s'embrassent? Est-ce qu'ils se serrent la main?
Et je vous dis ça parce que moi, je travaille beaucoup aussi, quand j'écris, dans l'idée de la temporalité, de donner une notion temporelle précise. Ça se passe en 2020, ou ça se passe en 2015, ou ça se passe en 1915. Et donc, du coup, est-ce qu'il y aura aussi dans le choix de cette temporalité un choix par rapport à ce qu'on peut faire? Par exemple, si mon roman se passe en juin 2020, est-ce que mes personnages ils s'embrassent? Est-ce qu'ils se serrent la main? Ou est-ce que je le laisse volontairement? Ou est-ce que du coup je me dis, bah non, par cohérence, ils peuvent pas se serrer la main? Ou alors est-ce que du coup ça va me donner envie de placer ce roman 2 ans avant pour que les personnages puissent s'embrasser Eh parce oui. que pour le roman j'ai besoin qu'ils le fassent. Donc il va se passer des choses, mais je sais pas très bien encore quoi. Bon, alors on se voit quand même ce matin pour parler donc de l'énigme de la chambre 622, dont la sortie a été un peu décalée finalement. Donc ça vous a perturbé? Alors, le moment du décalage, oui, parce que c'était un moment de flou où on ne savait pas très bien ce qui allait se passer. D'abord, non seulement pour mon livre, mais les livres en général et le monde entier, c'est-à-dire tout s'est arrêté. Et il y avait ce flou qui m'a déboussolé un peu de me dire, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Tout est à l'arrêt. C'est le moment où j'ai vraiment pris conscience, et c'était ce moment où tout s'est arrêté, de me dire, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ensuite, maintenant, une fois que les choses reprennent un peu, que le roman paraisse en mars ou qu'il paraisse en mai, ça ne change pas grand-chose. Par contre, ce qui m'attriste, c'est que pour l'instant, évidemment, les rencontres en librairie sont impossibles. Elles sont reportées, mais s'inédiées. On ne sait pas quand on pourra se retrouver nombreux dans les magasins, et surtout quand on pourra avoir une séance de signature qui est un vrai contact humain. Oui, vous aimez vous Peut-être qu'il rencontrer vos lecteurs. Moi, j'aime les rencontrer, j'aime qu'on puisse se parler, qu'on puisse se voir, qu'on puisse éventuellement se serrer la main, mais au moins qu'il y ait un contact vrai. S'il faut porter des masques et des gants et avoir une vitre entre nous et que je puisse peut-être même pas toucher le livre ou le signer de loin du bout du doigt, est-ce que ça a du sens? Je sais pas. Aujourd'hui, je trouve que, ou en tout cas, j'ai l'espoir que rapidement on puisse arriver à la normalité d'avant et qu'on puisse se retrouver en librairie comme on le faisait avant. Mais peut-être que cette période va durer plus longtemps et qu'il faudra qu'on s'adapte aussi à ça. C'est intéressant ce que vous dites. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, parce qu'en fait, avec la librairie Molin, vous êtes assez innovant, hein. La première fois que vous êtes venu, il y avait 6 personnes dans la salle. La seconde, on a fait une conférence, il n'y avait pas assez de place pour les gens qui venaient vous suivre. Et la Ouais. troisième fois, on essaye de le faire avec d'une nouvelle technicité. Donc, vous êtes vraiment l'emblème des tests pour la librairie Molin. La dernière fois, donc, vous m'expliquiez que vous, quand même, vous vous interrogiez sur ce qu'est le métier d'écrivain. Vous m'avez dit, ben, pour moi, c'est pas évident de me dire, je suis écrivain, c'est mon métier. Et donc là, ce que vous êtes en train de dire, c'est à nouveau un questionnement sur votre métier? Oui, le questionnement sur mon métier d'écrivain, il est toujours là, hein. Mais je ne suis pas très étonné parce que au fond, c'est une période de ma vie. Donc, on s'est vu, c'était il y a 2 ans. Et 2 ans, c'est beaucoup, mais c'est pas énormément en même temps. C'est pas énormément dans l'évolution, dans ce qui peut se passer dans une vie. Et pour moi, ce sont des années en ce moment qui sont des années qui comptent parce que j'ai commencé, enfin, mon premier roman est paru, j'avais 26 ans. J'en ai maintenant 34. Et donc, c'est un petit bout de vie quand même qui compte parce que c'est le moment de la vie où on se construit. Je suis devenu papa depuis 1 an, donc c'est aussi une étape formatrice très importante. Il se passe quelque chose en soi, on a une façon de regarder la vie qui est différente. Et je pense que ces moments-là nous construisent évidemment, mais nous permettent de mieux comprendre notre identité, ou en tout cas me permettre de mieux comprendre mon identité, et notamment cette identité d'écrivain, qui est une identité qui pour moi, est passée vraiment par la reconnaissance par l'autre. Parce qu'au fond, qui sont les écrivains est écrivain qui a envie de l'être. Que ce soit celui qui écrive quelques mots tous les 6 mois, mais qui les consigne et qui est dans cet exercice-là, que ce soit celui qui écrit absolument tous les jours, ou celui qui a un livre qui est édité, tout le monde, chacun qui se sent écrivain est écrivain. Mais après, c'est cette sensation, ce sentiment, cette identité, cette appartenance qui, pour chacun, parfois, est peut-être plus compliqué à assumer. Et je sais que pour moi, qui ai toujours écrit, j'avais besoin d'être reconnu par l'autre. C'est-à-dire qu'on me considère comme écrivain pour que moi, je me considère aussi. Et alors, vous me direz, aujourd'hui, voilà, j'ai 5 romans qui sont parus.
Certains marchent bien. J'ai des lecteurs dans le monde entier. C'est évidemment une reconnaissance qui me touche. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses que je dois explorer, beaucoup de choses que je dois comprendre dans la mécanique de l'écriture. Comment est-ce qu'on écrit? Comment est-ce que ça se passe? Quel est ce savoir-faire? Parce que je crois vraiment que le fait d'écrire appartient à un savoir-faire comme n'importe quelle autre forme d'art et que chaque écrivain, à un moment donné, doit trouver sa façon de travailler. Et donc, il y a toute cette question qui m'occupe un peu maintenant et sur laquelle je m'interroge de me dire, mais quel est le savoir-faire de l'écrivain en général? Quel est mon savoir-faire à moi? Et cette question plus grande de dire, est-ce qu'on peut enseigner l'écriture? Est-ce qu'on peut, à l'université, est-ce qu'on pourrait avoir une chaire qui dit, voilà, l'écriture, ça se passe comme ça? Il y a des cours, il y a quelques cours qui existent un peu par-ci, par-là, mais c'est pas encore très reconnu et c'est pas encore ni accepté ni compris vraiment. Et donc je me demande s'il va y avoir une évolution de ce métier qui serait ou qui pourrait être reconnu ensuite comme n'importe quel autre métier, un journaliste, un médecin, une infirmière. Enfin, ce sont des métiers qui sont pour lesquels on a un diplôme, on est reconnu par la profession en tant que tel. Et l'écrivain, c'est plus compliqué encore. D'où, voilà, en fait, c'est vraiment intéressant. C'est d'où votre besoin, votre envie d'être en lien avec vos lecteurs. C'est aussi une question de légitimité, en fait, quand même. Oui, oui. De les rencontrer, de les interroger, de les entendre. Et puis c'est aussi pour moi un moment très important parce que j'ai les retours, j'entends ce que les gens ont aimé, j'entends ce que les gens ont moins aimé. Ça me permet de me poser des questions, de réfléchir à est-ce que ce que j'ai voulu dire, j'ai réussi à l'amener suffisamment bien pour qu'ils le comprennent? Est-ce que peut-être j'ai pas été assez clair dans le sujet ou dans la construction de mes personnages? Et donc pour moi c'est aussi un moment très important et très riche, tous ces retours. Alors, dans l'énigme de la chambre 622, qui est donc sortie aux éditions de Fallois, à nouveau, on retrouve vraiment des mécaniques qui sont tout à fait à l'évo du Heldiker, à savoir, on réouvre une enquête 20 ans plus tard. Il est beaucoup question de réparation, de transmission, et puis de légitimité aussi, finalement, parce que vous avez des personnages qui sont quand même en quête de place. Oui, oui. Ce sont des personnages qui sont en quête de leur identité, de leur place dans la société et aussi leur place par rapport à eux-mêmes, hein. Donc, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui évoluent chacun dans des milieux. L'un est un banquier, l'autre travaille dans un hôtel. Chacun, au fond, envie un peu l'autre pour sa liberté ou ce qu'il peut. Et puis, chacun va quand même agir par rapport à ce qu'on attend de lui. Ces personnages vont... alors, l'un est héritier d'une banque, et puis, en fait, il s'en fiche un peu de tout ça, mais on attend de lui qu'il soit cet héritier. On attend de lui qu'il prenne la succession. On attend de lui qu'il se comporte d'une certaine façon. Un autre personnage, Anastasia, est conditionnée en partie par sa mère qui aimerait que sa fille vive la vie qu'elle n'a pas vécue elle, que sa fille soit la réparation de sa vie à elle, et qu'il la conditionne aussi en lui disant tu dois faire ça, tu dois te comporter comme ça. Et il y a tout ce questionnement sur d'une part la transmission, c'est-à-dire ce qu'on reçoit de nos parents ou de nos mentors, de nos maîtres, des gens qu'on rencontre, qu'on admire, qui comptent pour nous et dont l'opinion compte. Et donc tout ce qu'on reçoit d'eux comme bagage, c'est un bagage existentiel ou culturel éventuellement, mais qui est un bagage de vie. Et à l'intérieur de ce bagage de vie qui nous construit nous, il y a toute la question ensuite de ce que ces gens attendent de nous, ce qu'on doit faire pour leur plaire à eux. Et parfois, le problème, et ce qui arrive souvent, c'est que ce qu'on aimerait faire pour nous, pour notre vie, ce qui nous plairait d'être, ce qui nous plairait de faire, le sentiment de notre identité, ne correspond pas forcément aux sentiments ou aux attentes que ces autres ont pour nous. Et c'est la difficulté qu'on rencontre peut-être même tous à un moment donné dans notre vie, c'est ce pouvoir s'affirmer soi, affirmer son identité, être la personne que l'on est, avec nos qualités, les défauts qui vont avec aussi, et puis être une personne à part entière sans être phagocyté par ces autres qui veulent nous pousser à être quelqu'un d'autre. Alors, ce livre, donc, est comme d'habitude aussi, j'ai envie de dire, enfin, comme d'habitude, c'est pas très joli parce que ça marche pas comme ça chez vous. C'est pas une habitude, c'est plutôt une marque de fabrique, je dirais. C'est un roman policier parce qu'il y a une enquête, mais ce n'est pas un roman policier parce que finalement, vous vous appuyez sur un fil conducteur pour parler de beaucoup d'autres choses. En l'occurrence,
Il s'agit d'un écrivain qui traverse une période de grand chagrin. Mhm. Et puis qui est poussé par une jeune femme qu'il rencontre à réouvrir une enquête d'un assassinat dans une chambre d'hôtel en Suisse. Voilà, je n'en dis pas plus. On a le pitch, Mais ça c'est vous va ça, comme ça? absolument. C'est parfait. D'accord. Ok. Alors, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que bon, on sait très bien que ça a été douloureux pour vous de perdre votre éditeur, Mhm. et c'est très intéressant dans votre livre parce que finalement, on s'interroge aussi en parallèle de ce que vous mettez en place vous comme histoire sur ce lien très fort entre l'auteur et l'éditeur, dont finalement on parle peu. Oui. Alors, le lien entre l'éditeur et l'auteur est un lien, de nouveau, qui dépend beaucoup des relations et de l'expérience que chacun a. Il arrive souvent que l'écrivain qui a l'impression que son livre ne marche pas assez bien mette la faute sur son éditeur, et quand le livre marche bien, c'est l'éditeur qui est le génie extraordinaire et on l'aime énormément. Donc il y a aussi toute cette relation parfois difficile. Dans mon cas, à moi, j'ai eu une relation très particulière parce que Bernard de Fallois, quand je l'ai rencontré en 2012, il avait 86 ans. Il avait déjà toute une carrière. Il avait une carrière extraordinaire dans l'édition. Il avait dirigé les plus grands groupes. Il avait créé le livre de poche. Il avait connu les plus grands noms. Et puis, il avait monté, à sa retraite en 87 ou 8, il avait monté sa maison parce qu'il voulait juste avoir une petite maison dans laquelle il éditerait les gens qu'il aimait bien. Et donc, quand je l'ai rencontré, c'était un homme qui avait plus vraiment d'enjeux professionnels parce que sa carrière était déjà faite et il était vraiment dans le plaisir. Et ça a été pour ça une relation tout à fait unique et particulière, parce qu'on était dans une relation, au fond, qui n'était pas une relation avec des enjeux. Il n'y avait pas pour lui des enjeux de réussite ou des enjeux pour son nom. Lui, c'était le plaisir. Et il me disait toujours, il me disait, le succès, Joël, c'est le plaisir qu'on a à mener un projet. Et ça a été comme ça des années très fortes parce que il a réussi à montrer. Évidemment que moi, jeune auteur, avec mon livre, je me disais, mais j'espère que ce livre va marcher, que les gens vont le lire, que les gens vont aimer. On a envie d'être lu, évidemment. Et lui me disait, pour Harry Kevkeber, quand on en parlait, il me disait, ce livre va être un grand succès. Et je lui disais, mais comment vous pouvez être si sûr? Parce qu'il le disait vraiment avec une affirmation. C'était, à ce moment-là, il faut que je situe, c'était en juin 2012. Le livre allait paraître en septembre 2012. Et il avait lu le manuscrit. Il m'avait dit, c'est le moment de le faire paraître. On était vraiment à la dernière minute. Et moi, il me disait, ça va être un succès immense. Et je lui disais, mais comment vous pouvez être si sûr de ça? Alors qu'en plus, on est vraiment à la dernière minute. Le succès. Et moi, j'identifiais le succès comme les ventes ou les critiques. Et il me disait, mais le succès, Joël, et c'est là où il me disait, le succès, Joël, c'est le plaisir qu'on a à mener un projet. Et je peux vous assurer que ce projet-là, on va avoir un plaisir immense à le mener de bout en bout. Donc, ça va être un succès immense. Et c'est vrai, on a eu un plaisir cet été-là. Ça a été un plaisir que, malheureusement ou heureusement, parce que la suite est belle, en tout cas, ce qui s'est passé, ne se reproduira pas parce que c'était la découverte, la création de ce succès de plaisir qui est devenu un succès ensuite critique et comme commercial. Mais c'était, voilà, je me souviens, on se téléphonait tous les jours, il me disait, ah, un tel a lu le livre, il aime beaucoup, alors moi je notais, un tel a lu, il a aimé, et il me disait, ah, j'ai parlé à un libraire, il va en prendre 40, et je me disais, ah, 40 livres, c'est extraordinaire. Donc c'était, voilà, c'était magique. Chaque moment était un moment très fort comme ça, et donc je garde un souvenir ému, et c'est ce que j'ai essayé d'appliquer ensuite pour mes livres, pour l'écriture, c'est de me dire, il faut que mon livre soit un succès, c'est-à-dire, il faut que le procédé, que le projet, que les 2 ou 3 ans que je vais passer à écrire ce livre soient 2 ou 3 ans de plaisir. Après, que le livre, une fois qu'il paraît, que le livre marche ou marche pas, que les lecteurs l'aiment ou l'aiment pas, que la critique l'aime ou l'aime pas, c'est autre chose. Mais il faut absolument que le processus d'écriture soit un succès, c'est-à-dire un vrai moment de plaisir pour moi. Et en écrivant l'énigme de la chambre 622, bon, en lecteur, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, vous décryptez le chagrin avec plusieurs niveaux de lecture. Il y a le chagrin de ce qu'on considère comme étant votre personnage, puisque vous mettez quand même en place un personnage Mhm. qui est
auteur qui hésite à se mettre dans cette enquête parce que il est suffisamment triste pour ne pas être certain d'avoir envie d'écrire, mais en même temps il se laisse emporter par cette femme qu'il rencontre et qui le pousse à écrire. Et puis en même temps, mais dans l'histoire que vous découvrez à travers cet assassinat dont vous remontez le fil avec beaucoup de flashbacks, il est beaucoup question de chagrin aussi, d'acceptation, de deuil pour se construire, à nouveau de réparation. Mais on sent bien quand même votre hommage, comme s'il était nécessaire pour vous d'avoir le livre aussi qui vous permette de passer à autre chose. Oui, oui, c'est vrai. Il y a cet hommage à Bernard qui était quelque chose de très important pour moi parce que quand il est décédé en janvier 2018, j'avais envie d'écrire quelque chose autour de lui, à propos de lui. Mais je ne savais pas très bien comment le faire parce que, comme je le disais, je l'ai rencontré quand il avait 86 ans. Et donc, toute une partie de sa vie, ou la majeure partie de sa vie, je ne la connaissais pas. Je me suis dit, je pourrais interroger les gens, écrire une biographie, mais j'avais l'impression que ça allait sonner un peu faux, un peu artificiel, parce que ça serait simplement la compilation de souvenirs de gens, mais ce ne serait pas le Bernard que j'ai connu moi. Et du coup, je me suis dit, il faut que je parle de Bernard tel que je l'ai connu, c'est-à-dire seulement sur les 6 petites années qu'on a passées ensemble, donc qui est le Bernard que j'ai connu moi, qui était le Bernard peut-être plus apaisé, avec moins d'enjeux dans sa vie professionnelle, puisque sa carrière, comme je le disais avant, était déjà faite, et donc un Bernard très amusé, très amusant, prêt à prendre des risques, très rigolo, très touchant aussi, qui prenait vraiment soin de moi, qui était toujours inquiet que j'aille bien, que tout se passe bien. Il était voilà, très prévenant, c'était un homme extraordinaire. Et je me suis dit en commençant à écrire, alors j'ai écrit les souvenirs que j'avais un peu autour de lui, sur les petits souvenirs ensemble, et je me suis dit, mais j'aimerais les partager, mais comment est-ce que je peux le faire bien? J'avais l'impression que juste un récit court ne rendrait pas complètement hommage, comme je le voulais, à Bernard. Et je me suis dit, mais au fond, si je faisais un roman, si je l'inscrivais un peu comme un personnage de roman, de façon à ce que je lui rende hommage à travers le roman, et le roman, c'est ce qui nous a liés au fond, lui et moi. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée ensuite de raconter autour de Bernard et des moments de récit un vrai roman avec une enquête, avec ce romancier qui est un peu moi mais qui n'est pas moi, et qui permet à travers un roman de dire au revoir à Bernard, parce que c'est effectivement mon tout dernier livre avec lui, dans le sens où Stéphanie Meller, il l'avait lu. Il est décédé juste avant la parution, mais il avait lu le livre, il avait commencé évidemment à faire la promotion, à faire tout le travail autour de la parution. Donc Stéphanie Meller, il était là encore, et je pense que ce roman autour de Bernard était peut-être une façon pour moi de vivre encore un roman avec lui, de faire qu'il soit présent, mais je me rends bien compte que je ne pourrais pas le mettre dans tous mes livres à chaque fois. Et donc, probablement que le prochain, voilà, ce sera le premier livre où il n'y aura pas Bernard. Est-ce que, comme l'auteur qui écrit l'énigme de la chambre 622 et qui a du mal à se remettre à l'écriture, tellement il a été sonné, vous avez eu cette période-là? Vous avez traversé cette période? Après son décès, oui. Après son décès, immédiatement après, et puis en plus, mon roman était déjà fini et prêt, donc j'étais pas du tout j'étais dans cette période de vie, comme à chaque fois, où une fois que le roman va paraître, j'écris pas, parce que j'attends que le roman paraisse, j'ai un peu le trac, j'attends de voir ce qui se passe, je tiens pas en place, et donc c'était une double période avec, en général, le fait que j'écris pas à ce moment-là, Bernard qui est mort, et où du coup, moi, je me demande, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ça a vraiment du sens de continuer à écrire s'il est plus là? Et c'était pas tellement un blocage lié à sa mort, avec une sécheresse de l'esprit, où tout d'un coup, je me dirais, mais je peux plus écrire parce qu'il est plus là. C'était plutôt une façon de me dire, mais à quoi ça sert? À quoi bon écrire s'il est plus là pour justement le plaisir de ce projet, le plaisir de lui faire lire, le plaisir de l'aventure ensemble avec un nouveau livre. Et heureusement, le temps qui passe aide un peu, et le temps est passé un peu, et je me suis dit, mais au fond, j'ai envie d'écrire, il faut que j'écrive autour de lui, à propos de lui, et c'est ce qui me permettra peut-être de remettre cette machine en route, c'est-à-dire de le garder au centre de l'écriture en parlant de lui et de mes souvenirs avec lui. Alors là encore, c'est très intéressant parce qu'il y a donc plusieurs lectures, plusieurs niveaux de lecture, vraiment sur le chagrin et le deuil, avec ces deux histoires qui se croisent tout à fait.
Mais sur le lien, la transmission, une autre forme de parentalité, une autre forme d'épanouissement personnel, c'est-à-dire comment on trouve son propre libre arbitre quand on a été sur les rails de quelqu'un d'autre. Là encore, c'est très intéressant parce que vous décryptez ces questions-là avec deux niveaux de lecture, mais aussi parce que ce sont des sujets qui vous sont vraiment absolument chers, Joël Dicker. Oui, oui, c'est la question de la transmission, justement de ce qu'on prend chez l'autre, de ce que l'autre nous transmet, mais de la limite dans les deux sens, hein. C'est-à-dire que la transmission par ce qu'on peut recevoir de quelqu'un qui nous est cher, d'un parent, d'un proche, de quelqu'un qui nous guide et des conseils qu'on peut lui demander, et puis la capacité à un moment donné d'être capable soi-même de prendre des décisions seul, d'aller même à l'encontre de ça, cette dualité qu'on a tous un peu nous et que j'avais commencé à raconter un peu avec Harry Kierkegaard, qui était pour moi l'idée où Harry Kierkegaard et Marcus Goldman pourraient au fond être une même personne, si vous voulez, avec à un moment donné cette nécessité d'être soi, de s'affranchir de son maître, de son mentor, de ses parents, de ceux qui nous ont fait, de s'affranchir d'eux et d'évoluer pleinement en étant uniquement soi, avec nos racines, avec notre bagage, avec la construction de ce que l'on est parce qu'on vient forcément de quelque part et qu'on c'est forcément à l'intérieur de nous, mais de laisser résonner cet intérieur comme on en a envie, sans être tributaire, sans être otage de ceux qui nous ont justement laissé en héritage ce que l'on sait, ce que l'on est, ce que l'on a appris. Et ça, c'est pas facile de faire ce pas-là. C'est pas facile d'être en désaccord avec ceux qui nous ont fait et ceux qui nous ont mis là où on est. Je sais que pour moi, avec Bernard, l'accord et l'aval de Bernard étaient très importants parce que je considérais et je considère lui devoir tout et que être en désaccord avec lui ou avoir une idée qu'il n'approuverait pas ou le forcer ou pousser, forcer c'est pas le mot, mais pousser une idée dans laquelle il n'est pas convaincu était difficile. Parce que je me disais, mais est-ce que je ne suis pas en train de trahir? Est-ce que je ne suis pas ingrat? Est-ce que j'ai le droit? Et je me suis rendu compte, évidemment, au fil du temps et au fil des quelques années, que je pouvais très bien. On peut avoir des désaccords, on peut avoir des différences. Il faut avoir des différences, c'est important. Et la littérature, par exemple, est un monde de différences. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est beau, de lire un livre. Tous les gens qui lisent le même livre lisent un livre différent parce qu'ils l'ont interprété différemment. Et c'est pour ça qu'ensuite, on se bagarre, on dit mais comment, t'as pas aimé, c'est tellement génial, mais si, moi j'ai adoré, c'est vraiment extraordinaire, mais enfin, mais si, mais non. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important à pouvoir expliquer aux gens, et c'est ce que j'essaie de faire dans le livre, de dire mais on a le droit d'être soi-même. On a le droit d'être comme on a envie d'être, et c'est pas une attaque qu'on fait à ceux qui nous ont fait ou à ceux qui nous ont permis d'être là où on est aujourd'hui. Dans ce livre, vous allez un peu plus loin sur cette question-là, parce que finalement, vous mettez en place cette question-là au cœur de l'amour qu'on a les uns avec les autres. Donc, encore une fois, l'amour au sens très large, c'est-à-dire à quel moment, par amour, on ne s'affiche pas tout à fait comme on est, ou au contraire, on impose qui on est. Et alors, c'est intéressant parce que vous le liez à la notion d'échec, qui est une notion qui vous est extrêmement chère, Joël Dicker aussi. Ouais. Oui. Alors la question de l'amour, c'est une autre question qui suit un peu le raisonnement dont on parlait avant, qui est cette obsession peut-être ou cette faculté, je dirais, qu'on a tous quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît, de mentir. C'est-à-dire de se faire plus important, plus beau, plus extraordinaire que ce que l'on est. On n'aime pas le pain au chocolat. La personne aime le pain au chocolat, on adore le pain au chocolat. C'est un peu idiot comme exemple, mais on n'est plus soi-même. On n'est plus soi-même. Mais parce que je crois que le moment de l'amour, c'est-à-dire le moment d'une rencontre avec quelqu'un qui nous plaît, est ce moment très difficile où on est face à face avec soi-même et ce questionnement de nous dire, est-ce qu'on est assez bien? Est-ce qu'on est à la hauteur? Est-ce que ce que l'on est-ce que cette petite chose humaine que l'on est à la hauteur pour se faire aimer de cette personne qu'on a en face de nous et qui nous donne des émotions extraordinaires et on a les papillons dans le ventre et on a le cœur qui bat et l'amour est vraiment le début de l'amour, c'est le mensonge total où chacun joue un jeu de rôle, où chacun essaie de se faire évidemment plus beau, plus fort, alors plus beau physiquement parce que quand on a un rendez-vous, on fait évidemment
particulièrement attention pour essayer d'être bien coiffé, d'être bien habillé, de se mettre un peu de parfum. Donc on n'est pas dans un mensonge, mais on est déjà dans une forme d'inquiétude de se dire, est-ce que la personne que je suis suffit à me faire aimer de l'autre? Et ensuite, dans ce roman, il y a justement des personnages qui vont aller plus loin, parce que en général, on rencontre quelqu'un, on ment gentiment, pieusement, on essaie d'enjoliver un peu qui on est pour plaire à cette personne, et puis ensuite, on reste quand même soi. Mais parfois, et c'est ce que je raconte un peu dans ce livre, parfois on prend des chemins qui sont des chemins de vie qui ne sont pas les nôtres, on fait des décisions, on prend des décisions qui ne sont pas les nôtres pour plaire, parce qu'on a l'impression que c'est ce qu'il faut pour plaire. C'est ce qui se passe dans le livre où il y a Lev, qui est au fond un homme qui n'aspire à pas grand-chose que d'être heureux. Il est employé dans un palace de montagne, ça lui suffit, il est très heureux, il s'y voit jusqu'à la fin de sa vie, et puis il rencontre Anastasia, et il a l'impression que pour plaire à cette femme, sa condition ne suffit pas, et qu'il doit être un membre de la haute, un banquier, être riche, réussir une carrière extraordinaire, être admiré par tous pour qu'elle l'admire lui. Et il ne se rend pas compte qu'en fait, elle l'admire lui pour ce qu'il est. Et il voit il se convainc à cause de personne d'autre que lui-même, que sa propre fantasmagorie, que la personne qu'il est n'est pas assez bien. Et il va du coup passer sa vie à essayer de faire à réussir une carrière extraordinaire dans la banque. Il va devenir le quasi-successeur du président de la banque, mais c'est pas ça qu'il veut. Et au fond, ce sont tous des personnages qui passent une grande partie de leur vie à suivre un chemin qui n'est pas le leur, mais parce qu'ils ont l'impression que c'est ce qu'on attend d'eux. Alors c'est très très intéressant parce que je trouve qu'il y a aussi une lecture, j'ai envie de dire politique, dans votre livre. Les personnages féminins sont finalement assez bienveillants. Vous avez un regard sur vos personnages féminins. Vous les posez comme des personnages accompagnants avec des émotions sincères. Et vous mettez vos personnages masculins dans des formes de rivalité, de jalousie, qui est aussi une question que vous aviez déjà abordée, je pense au livre de Baltimore. Donc, qui est dans cette difficulté d'être aux yeux de soi-même, aux yeux des gens qu'on aime et aussi au regard de la société. Vous trouvez en écrivant ce livre, vous aviez envie d'écrire sur ces sujets-là, Joël Dicker? Oui, mais j'avais envie aussi de poser la question de la société dans laquelle on vit, du monde dans lequel on vit, qui est un monde d'images, qui est un monde de bagarres. Alors c'est vrai, pour revenir sur ce que vous disiez avant, les femmes sont bienveillantes, et ça c'était quelque chose qui est important pour moi parce que j'avais aussi envie de donner une place forte à ces femmes, parce qu'elles sont pour moi celles qui sont tout le ciment de ce livre, parce qu'au fond tous les hommes ne font ce qu'ils font et ne sont guidés que par la bienveillance de ces femmes, par le caractère de ces femmes qui les accompagnent, qui les guident. Et pour moi, j'ai des personnages, c'est mon sentiment, des personnages hommes dans ce livre qui sont plutôt faibles et qui sont plutôt en proie et incapables au fond de voir la réalité telle qu'elle est vraiment, et qui sont toujours dans des petites querelles internes et dans l'égoïsme. Et dans cette société aussi bancaire, ça se passe dans une banque qui est restée très patriarcale, très dirigée par des hommes. Il y a aujourd'hui dans la banque privée en Suisse aussi évidemment des femmes dans les positions dirigeantes, mais pas beaucoup. C'est resté quelque chose de très, très archaïque. Et j'avais envie de parler un peu de ça. Donc c'est un aspect de la société aussi qui est toujours très actuel. Je ne comprends pas qu'en 2020, on ait encore pour le même poste des salaires qui ne soient pas les mêmes entre les hommes et les femmes. Même en Suisse, qui est censé être vraiment le pays le plus démocratique et égal par essence, on en est toujours là. On est toujours dans des inégalités complètement crasses. Et je suis stupéfait par ça. Et puis aussi, dans l'image et le renvoi à l'image et l'image que les gens veulent donner d'eux, toute la question des réseaux aujourd'hui sur Internet, Instagram, Facebook, l'image, ce qu'on a envie de montrer à l'autre, où on est constamment en train de se travestir, c'est-à-dire qu'on est constamment en train de poster des photos, de mettre des photos de nous ou de ce qu'on fait, qui sont des moments de mise en valeur. De nouveau, comme si notre vie ne suffisait pas, comme si la personne qu'on était ne suffisait pas, comme si notre réalité ne suffisait pas et qu'il fallait donner une image meilleure.
ne serait-ce que lorsqu'on voit un paysage qui nous plaît, on fait une photo, on a des téléphones qui fonctionnent bien aujourd'hui, on fait une photo, la photo est très bonne, elle représente exactement ce qu'on a vu, et la plupart d'entre eux ne résistent pas à la tentation de passer un filtre, de cliquer sur ce bouton du téléphone où on met un filtre qui change l'image, qui la rend un peu plus belle, mais c'est plus la réalité. Et c'est comme au moment où on fait ça pour la diffuser sur Instagram ou Facebook ou peu importe, au moment de la modifier pour la montrer à l'autre, c'est comme si on avait besoin, c'est comme si à ce moment-là on se disait, mais en fait, ce qui m'a plu ne plaira probablement pas aux autres, il faut que ce soit mieux, il faut que ce soit plus fort. C'est comme si son sentiment à soi n'était pas, on peut pas assumer. On peut pas assumer le fait qu'on a aimé ce paysage et on est obligé de l'embellir encore un peu avant de le montrer aux autres. Et c'est ce qu'on fait nous-mêmes quand on prend des photos de nous. Alors déjà, cette obsession de prendre des photos de nous, de se montrer, de prendre plusieurs photos, de sélectionner la bonne, de repasser un petit coup de filtre encore pour être sûr que la peau est pas mal. Et on est dans un monde comme ça de l'image et de ce qu'on donne à l'autre. On a complètement oublié que l'important, c'est ce que l'on ressent pour nous-mêmes. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est ce qui se passe quand le téléphone est éteint, quand on est avec ceux qu'on aime, quand on est avec notre famille ou nos amis ou avec soi. Et est-ce qu'on est heureux ou est-ce qu'on ne l'est pas? Et si on ne l'est pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Et c'est ça la vraie vie. Et je crois qu'on est en train de l'oublier un peu au profit de cette deuxième vie sur les réseaux où on est constamment en train de mettre des photos, de mettre des choses, d'être en partage avec d'autres gens, mais jamais avec nous-mêmes au fond. Ce contexte vous agresse, Joël Dicker? Oui, moi, il m'agresse, surtout quand je le vois, quand je vois les coulisses, c'est-à-dire quand je vois des gens qui sont en train de vivre un moment ensemble, dans un restaurant, dans un parc, dehors, en train de faire quelque chose ensemble, mais qui ne vivent pas ce moment ensemble parce que chacun d'eux est occupé à faire des photos et à les diffuser sur les réseaux pour dire aux autres, regardez ce que je suis en train de faire. Et on est en train de perdre cette notion de contact. Pourquoi ça vous agresse, vous, pardon, de voir les autres? Qu'est-ce que ça fait résonner chez vous? Ça fait résonner en moi une forme de colère, de me dire mais on est en train de passer à côté de nos vies, on est en train de passer à côté de ce qui est important, parce qu'en étant dans une vie d'image, en étant dans une vie de vouloir se montrer différent, dans une vie de beaucoup plus beau, beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, on oublie ce qui est important aujourd'hui, on oublie la construction de notre monde, on oublie l'importance, par exemple, de la discussion, de la transmission, du vivre ensemble, du respect, de l'écoute de l'autre, de ces moments ensemble qui sont, on est quand même dans une société où on est censé vivre ensemble et s'accepter, se respecter, s'aimer, malgré les différences. On croit différemment, on mange différemment, on lit différemment. Et ben, c'est pas très grave. C'est cette différence qui fait notre richesse à nous. Et j'ai l'impression qu'à tous être sur nos mondes aseptisés d'images, sur des réseaux où on veut juste montrer des images, on est en train de perdre justement cette dimension de partage, on est en train de perdre cette dimension de l'autre. À force d'être tellement vers cet autre qui n'existe pas vraiment, parce que c'est la chimère de l'écran de tous les autres gens qui nous suivent ou qui ont envie de voir ce qui se passe dans notre fausse vie, on est en train de perdre ce lien à l'autre, cette importance à l'autre, cette importance de discuter, de lire, ne serait-ce que de passer un moment ensemble. Alors, on en paye un peu aujourd'hui, ou peut-être pas, on n'en paye pas, mais on se rend compte aujourd'hui, après avoir passé 2 mois de confinement, que le contact humain, la possibilité d'être présent ensemble, de pouvoir se serrer la main, ou en tout cas d'être physiquement présent à une même table, et de pouvoir se parler les yeux dans les yeux, est quelque chose dont on a besoin. Et j'espère que ça permettra peut-être aux gens de passer moins de temps à distance avec d'autres, et plus de temps à passer du temps de qualité avec les autres qui comptent vraiment, avec les proches, avec nos amis, avec ceux qui donnent un peu de sens à notre vie. Finalement, c'est ça, le cœur vraiment de votre littérature, Joël Dicker, c'est cette quête d'une forme de sincérité absolue à être qui nous sommes, à l'endroit où nous sommes, avec le cœur de votre travail, c'est ça? Oui, parce que modestement, je crois que la littérature en général a de ça de très fort qu'elle est un questionnement de vous-même. Ce que je veux dire, c'est que l'exercice de la lecture, ou la pratique de la lecture, ou le fait de lire, je veux dire, est la seule chose, une des seules choses qu'on puisse faire aujourd'hui qui empêche toute autre interaction. C'est-à-dire que vous pouvez regarder un film et en même temps avoir quelqu'un qui vous parle et puis en même temps être sur votre téléphone et faire un message. C'est possible. Quand vous êtes dans un livre, quand vous lisez un livre, vous êtes dans un roman, si quelqu'un vous parle, si votre téléphone sonne, vous n'êtes plus dans le roman, vous devez poser le roman. Donc le roman s'arrête. Le roman ne fonctionne
que lorsque vous êtes, vous, en interaction totale et complètement consacré à votre livre. Et le livre, qu'est-ce qu'il fait? Il vous raconte une histoire, il vous donne des directives, il vous donne les grandes lignes d'une histoire, de personnages, de décors, de lieux, mais toute la construction, toute la création, c'est vous, le lecteur, qui le faites. Vous êtes vous, c'est vous qui décidez si le personnage est plutôt comme ça, si la maison est plutôt comme ci, si le décor est plutôt dans un sens ou dans l'autre. Et ça, on peut soit le lire d'une traite et imaginer ce qu'on a imaginé sans se poser de questions, soit on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que j'imagine ces gens comme ça? Pourquoi est-ce que j'imagine cette maison comme ça? Pourquoi est-ce que ce chien qu'on ne décrit pas, je l'imaginais un grand chien au poil jaune ou un tout petit chien au poil noir? Qu'est-ce que ça éveille en moi? Et la littérature, elle est un outil, elle est probablement l'outil le plus important et le plus efficace pour aller à l'intérieur de soi, pour dialoguer avec soi, pour faire ressortir des éléments importants de soi-même, parce que l'imaginaire qu'on a, les images, toute l'imagerie qu'on a à l'intérieur de nous et qui se réveille quand il y a des évocations, notamment dans un livre, cette imagerie, elle a un sens. Elle est rattachée à des expériences qu'on a vécues, à des gens qu'on a connus, à des rêves qu'on a pu avoir. Et la littérature, elle permet justement d'aller vraiment au cœur de nous-mêmes et de se dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Il me reste peut-être 20 ans à vivre, peut-être 30 ans à vivre, peut-être 40 ans à vivre. Qu'est-ce que je veux faire de ce temps-là? Qu'est-ce que je peux faire pour que ces années-là soient des années qui comptent vraiment pour moi et pas des années que je perds à essayer de me montrer sous un meilleur jour sur des photos à des gens que je ne connais pas? J'ai écouté votre conférence, celle que vous avez donnée donc en fait à l'université de Genève, auprès de vos anciens enseignants finalement, Oui. dans laquelle vous défendez l'échec. Et ce que vous êtes en train de nous expliquer me fait rebondir sur cette question aussi, c'est-à-dire que est-ce que vous défendez aussi, y compris en écrivant et en auteur d'une certaine façon assez militant, Joël Dicker, une façon de dire, mais pour trouver une forme de sincérité, il faut vraiment parfaitement assumer l'échec, voire pousser ses enfants à en avoir? Oui, parce que l'échec, c'est un mot qui sonne évidemment grave. Mais les échecs, au fond, ce sont les expériences. C'est ce qui nous construit, c'est ce qui nous permet de savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Pour moi, l'élément le plus important de l'échec, c'est par exemple quand un enfant goûte quelque chose, il ne sait pas encore s'il va aimer ou pas. Et puis il goûte, il n'aime pas. Alors l'expérience culinaire, si vous voulez, est un échec. Il n'a pas aimé. Mais l'expérience positive, c'est qu'au moins il sait ce qu'il n'aime pas. Et il peut aller à la découverte de ce qu'il aime. Et c'est un exemple un peu bête comme ça, mais pour vous dire que l'échec commence par la découverte de soi. Et que l'échec doit justement n'est pas à mettre dans le regard de l'autre et dans une idée de défaite par rapport à l'autre qui pourrait juger en se disant il n'a pas réussi à, mais l'échec est à mettre à l'intérieur de soi comme une couche ou des couches qu'on ajoute à chaque fois de la construction de nous-mêmes, de la compréhension de nous-mêmes, de ce qu'on a réussi, de ce qu'on n'a pas réussi à faire et pourquoi. Et j'ai un petit garçon qui a 1 an qui commence à marcher et j'ai découvert, émerveillé, l'apprentissage de la marche qui est en fait une succession d'échecs, ne serait-ce que d'arriver à se tenir debout et à tomber et à comprendre ce qui se passe pour arriver à marcher. Sans ces échecs-là, il n'y aurait pas la compréhension de comment ça marche. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on acquiert dans la vie, toutes nos connaissances ou l'amour qu'on peut avoir pour des gens ou les relations qu'on a ou peu importe ce qui se passe à l'intérieur de nous mais qui compte, est forcément construit sur la base d'échecs, c'est-à-dire de moments dans lesquels on n'a pas atteint ce qu'on voulait et qui nous permet de nous rendre compte peut-être ce qu'on a fait de faux et ce qu'on pourrait faire de mieux, peut-être qu'au fond que c'était pas la route qu'on voulait suivre, peut-être que ça va nous donner justement la force de réessayer, mais en tout cas c'est la matière indispensable au fonctionnement de soi. Alors, vous parlez dans cette conférence, alors c'est intéressant, on le sent bien dans votre littérature, de cette force de l'échec. Vous racontez-vous comment vous avez quand même beaucoup écrit avant d'être publié, donc en essayant des échecs que finalement aujourd'hui vous voyez comme une expérience pertinente. Oui, absolument. Moi, j'aurais pas pu, si vous voulez, les livres que j'écris aujourd'hui, je n'ai pu les écrire ou je ne les écris que parce que, grâce à mes échecs, j'ai pu comprendre ce que je voulais faire. Par exemple, le premier roman, comme beaucoup de romans, comme beaucoup de premiers livres,
était vraiment du récit très autobiographique sur moi, mes sentiments, ce qui me faisait souffrir et ma vision de la vie. Et puis, peu à peu, j'en ai fait un, et puis deux, et puis trois, et puis quatre, tous un peu du même genre, et tout d'un coup, qui était refusé en plus par les éditeurs. Je me disais, mais pourquoi c'est refusé? Et tout d'un coup, je me rends compte, grâce à ces échecs, je me rends compte que je suis en train de faire des romans que j'appelle romans, mais qui correspondent pas du tout aux romans que moi j'aime. Parce que moi, j'aime écrire des romans dans lesquels je m'évade, qui correspondent pas à ma réalité, qui sont quelque chose qui m'emmène voilà, loin de ma propre vie, parce que lire, c'est vivre une autre vie. Et du coup, c'est comme ça que je me suis dit, mais au fond, je devrais écrire justement un roman que j'ai envie de lire, qui est aux antipodes de ce que je ressens, de ce que j'ai envie de faire, de mon état à ce moment-là. C'est comme ça que Harry Kéber commence, en me disant, au lieu d'écrire un livre sur un écrivain qui écrit des romans et qui n'a pas de succès, et ça se passe très mal et il ne sait pas comment faire, je vais écrire un livre où l'écrivain, il a écrit un livre et il a eu un succès immense. Et c'est comme ça que commence le livre, en me disant, je vais raconter une histoire qui va justement me sortir de ma réalité. Et ça, je n'aurais pas pu le faire si je n'avais pas eu d'échec avant. C'est-à-dire que si mon premier roman avait été immédiatement accepté par un éditeur tel qu'il était, probablement qu'aujourd'hui encore, je serais en train de faire le même roman où je raconte ma vie, mon autobiographie, mes sentiments, parce que j'aurais jamais été mis face à la nécessité de me questionner. Dans ce livre, il y a vraiment une grande question de dramaturgie, de mise en scène, plus encore que dans vos précédents romans. Et la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, vous m'aviez dit, on avait parlé de cette question-là, vous m'aviez dit que vous aimiez le roman russe, le roman foisonnant. Je me suis demandé si finalement vous aimeriez écrire pour le théâtre. C'est une bonne question. J'aime dans le théâtre ce jeu que je revendique dans le roman. C'est-à-dire que lorsque vous allez au théâtre, vous, spectateurs, acceptez de jouer un jeu parce que vous voyez sur la scène un acteur ou des acteurs qui jouent une pièce qui n'est pas la vérité. Et les acteurs jouent un rôle qui n'est pas leur vrai rôle puisqu'ils ont un nom et un prénom à la ville et que dans la pièce de théâtre, ils jouent le rôle du personnage. Et puis à un moment donné, pour certains, ils boivent du thé juste comme ça, même pas avec une tasse. Et vous vous dites, ah, il boit du thé. Vous vous dites pas, le spectateur ne se dit pas, il pourrait se lever de sa chaise et dire scandale, c'est pas une vraie tasse, je m'en vais, c'est pas la réalité. Mais le spectateur ne le fait pas parce que justement le spectateur accepte de jouer à ce jeu et le spectacle de théâtre, cette pièce, ne peut exister que parce que les spectateurs dans la salle valident et acceptent de jouer au jeu. Si maintenant tous les spectateurs se lèvent comme un seul homme et disent on n'y croit pas, c'est pas la réalité, je m'en vais, et ils quittent la salle, le spectacle n'a plus lieu parce qu'il n'y a plus personne pour écouter, pour jouer. Et donc pour moi, le roman, c'est exactement pareil. C'est ce même jeu où le roman n'existe que parce qu'il y a un lecteur qui le lit et qui fait vivre tous ces personnages, qui imagine ces décors et ces lieux et qui crée une réalité qui est la réalité de chaque lecteur, qui est un moment à lui, pour lui, unique, parce qu'il y a un lecteur il n'y a qu'un lecteur qui peut imaginer ça comme ça, un autre lecteur va l'imaginer différemment, et donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de très similaire, avec peut-être la facilité dans le roman que je ne retrouve pas au théâtre, et donc c'est pour ça que je ne suis pas sûr d'avoir envie d'écrire pour le théâtre, une envie de pouvoir changer de scène, de lieu, d'horizon constamment, qui peut-être pour une pièce rend la mise en scène un peu difficile. Pourtant, vraiment, dans ce livre-là, dans l'énigme de la chambre 622, il y a la force du rythme. Vous écrivez, j'ai envie de dire, on a presque la sensation que hop, la porte claque et hop, un personnage arrive. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui. Vous avez écrit en imaginant cette forme de presque de mise en scène rythmée, accélérée, des personnages. Vous étiez dans cet état d'esprit-là en écrivant ce livre? Oui, complètement. Avec un état d'esprit un peu amusé, avoir envie aussi d'avoir quelque chose de très amusant, où l'un rentre par la porte et l'autre par l'autre et ils se ratent. Un peu du Chaplin, très modestement de nouveau, mais un peu un film de Chaplin, ça, où les rendez-vous qui se manquent, et puis il se rate juste de là. Il y a un côté très comique qui me plaît. J'avais envie que ce livre ait aussi un ressort comique. Alors, il y a une enquête, il y a un meurtre, etc., mais c'est pas une ambiance très sombre. C'est plutôt amusant, il me semble, et notamment par ces ressorts-là, où tout se passe très vite,
les gens se ratent et les gens sont maladroits. Et puis, il y a ces enchaînements qui étaient importants, qui étaient aussi importants pour moi pour donner du rythme à ce livre où il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de couches, il y a beaucoup d'histoires dans l'histoire. Et donc, il fallait aussi que tout s'enchaîne de façon assez rapide. Le temps, la question du temps, Joël Dicker, est vraiment une question capitale pour vous, puisque là, on le voit bien même dans notre échange, hein, vous me parlez du temps qu'il faut à découvrir qui nous sommes, du temps qu'il faut pour prendre des échecs, du temps que nous passons à faire semblant. Dans ce livre, on passe des moments de l'enquête qui sont des temps accélérés, rythmés, à des temps soit très romantiques, soit très nostalgiques de cet auteur qui s'arrête 5 minutes pour parler de son éditeur ou pour partager un moment avec cette jeune femme qu'il a rencontrée. Et puis, vos livres racontent des enquêtes qui sont ouvertes 20 ans plus tard. La question du temps est une question qui vous préoccupe tous les jours, Joël Dicker? Oui, la question du temps me préoccupe énormément. De me dire que, voilà, que le temps passe vite, que la vie est courte. J'ai pas une angoisse de mort du tout, hein. Je suis pas inquiet de la mort ou une angoisse de mort, mais vraiment ce sentiment que le temps passe tellement vite qu'il faut en faire quelque chose qui soit utile pour nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que c'est toujours bien ou que c'est agréable, mais que ça ait du sens. Et je crois que je lis cette question du temps qui passe et qui m'obsède avec aussi la question du sens de la vie, du sens qu'on donne au temps. Ce sens-là peut être dans le travail, peut être dans l'amour, peut être dans les liens, peut être même de boire un café sur une terrasse seule. Et à l'époque, on pouvait aller sur une terrasse, évidemment, mais de boire un café seul avec soi et de s'émerveiller d'un arbre devant nous, ça a du sens. C'est ça qui compte. Mais d'être dans le sens pour soi, c'est quelque chose qui est important. Bon. Merci beaucoup, Joël Dicker, d'avoir été avec nous de cette façon-là. On a pris le temps de se rencontrer à distance. Est-ce que vos lecteurs vous écrivent et vous prenez le temps de leur répondre plus que d'habitude dans ce contexte actuellement? Alors, si les gens m'ont écrit, j'ai pas reçu beaucoup de leurs lettres pour le moment parce qu'en général, les gens m'écrivent chez mon éditeur à Paris. D'accord. Et donc, je vais aller ces jours finalement trouver un peu les lettres. Mais en général, quand les gens m'écrivent, je réponds. Mais en majorité, je réponds quand on m'écrit par écrit. C'est-à-dire que je trouve important la démarche d'écrire une lettre. Pourquoi? Parce que je me rends compte que les gens écrivent très facilement sur Internet. Quand on leur donne accès, ils écrivent quelques mots très facile et c'est très simple, mais c'est simplement j'ai aimé votre livre et merci. Ça me fait plaisir, ça me touche énormément. Mais je me rends compte que quand les gens écrivent sur le papier, c'est-à-dire font la démarche d'écrire une lettre, il y a un vrai échange. C'est le début d'un vrai échange parce qu'ils racontent quelque chose d'eux. Et là, moi, j'ai beaucoup plus à leur répondre parce qu'il s'est passé quelque chose. Ils me racontent quelque chose d'eux. Et donc, je leur réponds toujours par écrit aussi parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort que l'instantané d'un email de 3 lignes en me disant, et ça me fait plaisir de nouveau, de me dire merci, j'ai aimé. C'est pas la même chose que quelqu'un qui m'écrit pour prendre le temps de me dire j'ai aimé parce que. Vous êtes l'auteur idéal pour mettre en place une correspondance avec un autre auteur, une réflexion sur le temps par écrit. En fait, ça vous plairait, ça? J'y ai pas pensé, mais ça me plairait peut-être, ouais. Un regard sur le monde. Par écrit aussi, parce que je trouve que l'écrit, plus que le mail, a quelque chose de prendre le temps. Quand on écrit un mail, on en écrit souvent à la suite et souvent sur notre téléphone, même on est dans le bus ou dans le métro ou à la maison, vite, on a quelques secondes, on écrit un mail. Alors que l'écriture d'une lettre, on s'installe et ça a évidemment quelque chose de plus fort parce qu'on prend le temps de nouveau. C'est un moment qui a du sens. Merci beaucoup, Joël Dicker. Merci à vous. Et puis, on vous souhaite en fait, évidemment, une belle promotion tout à fait singulière. Merci. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.